On est ensuite en 2019. Il y a Booba qui va en prison après la balle. Je peux sortir. Non, je déconne. Il était déjà écrit avant la polémique. Et du coup, Tanti, comment tu réagis? Une maîtrise incroyable. Ouais, faut le noter. Malgré les attaques de part et d'autre, J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi à l'aise parler d'extrême droite et servir de thé comme ça. il y en a quand même un peu sur la table pour m'humaniser. Made in France. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe à table. Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, il y en a eu un avec La Crime, un avec Kalash Criminel et Caris pour leurs projets respectifs. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Monsieur Medine. Comment tu vas, frérot? Très bien, Ça va? très bien. Un peu fatigué? Un peu, c'est la fin de semaine, ça pique. Ok, mais bon, t'es prêt à te prêter au jeu. Je suis toujours prêt à manger. Ça, c'est sûr. C'est déjà très bien, parce que c'est le concept un peu de l'émission. On va manger avec des auditeurs de Medine qui connaissent sa carrière depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous réexplique très rapidement. Voilà, aujourd'hui, on va échanger avec Medine sur l'ensemble de sa carrière, sur les points positifs et les points négatifs aussi qu'il y a peut-être eu par moment. Et les auditeurs, hein, il n'y en a pas. Ok. Bah, ça y est, c'est fini. Émission terminée. Mais le tout, bien évidemment, dans la bienveillance. Donc voilà, les gens qui sont autour de cette table ont préparé des questions et on va pouvoir en parler. Mais avant ça, on va les laisser se présenter et je vais commencer par toi. Alors, je m'appelle Malvina, j'ai 26 ans et je suis de Deauville. Je suis tatoueuse à Deauville. Ok. Et La t'écoutes- Normandie. T'écoutes du Medine. J'écoute Medine, la Normandie représente fort. Fort. Parfait. Voilà, la Normandie est représentée. Toi, frérot. Moi, c'est Wassim, convaincu depuis Je le vois souvent dans les concerts. Mais genre, Dans la fosse fausse premier rang, survolté des grands tchèques avec ses longs bras. Je le vois souvent. Ok, bah voilà, bah, il a totalement sa place ici. Et toi, frérot? Sidox, 23 ans, je suis auteur, je viens du Soudan de 78 et auditeur de l'Arabian Panthers depuis quelques années maintenant. Je pense que les questions qui piquent, ils vont être là. Ouais, je pense. Auteur, etc. Je pense qu'il prépare un livre sur toi. Bon, voilà, les présentations sont faites. Les entrées sont là. On est prêt à commencer à manger. On est prêt à commencer à discuter. Medine, on est en 2004-2005. Ouais. 11 septembre, Djihad, etc. Tes premiers projets. T'es dans quel état d'esprit, toi, à ce moment? 2004-2005, ça fait déjà, j'ai déjà 10 ans de rap. Ouais. 10 C'est-à-dire ans que de tu rap. rappes depuis 94. Ouais, mais en amateur, tu vois, c'est plus. De toute façon, même en 2004, en vrai, c'était amateur. Quand tu sors ton premier album, t'es pas du tout confirmé. Et quel état d'esprit? Bah, c'est mon premier album, j'ai grave la dalle. J'arrive sur Paris, je vais tout prendre. C'est ça mon état d'esprit. Nous, on est des petits Normands, on vit en Normandie. Le rap parisien est installé depuis très longtemps. On est des rookies dans ce game, donc à un moment donné, il faut faire ses preuves. C'est pour ça que j'arrive fort, j'arrive avec de la provocation. Je m'appelle Medine, mes premiers albums, c'est 11 septembre, Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. J'arrive fort pour me faire remarquer, en fait. Carrément, j'avais une petite question par rapport à ça. À tes débuts, comment tu juges l'équilibre entre ton désir de protestation, d'impact et ta quête artistique? Parce qu'aujourd'hui, tu parles beaucoup plus de ton amour de l'écriture, de machin. À cette époque, l'équilibre, tu penses qu'il est comment? Et est-ce que tu penses que c'est plus le même qu'aujourd'hui? Ça n'a rien à voir aujourd'hui. C'est les choses que j'incarne aujourd'hui. J'arrête de dire que j'ai des combats. Je les incarne. C'est ça la vraie différence avec avant et maintenant. Avant, je disais, je veux être comme ça. Je mène ce combat-là. Je veux faire telle chose. Il faudrait que. C'était ça avant, Ouais. le ton. Parce que j'étais un adolescent. Quand tu es un adolescent, tu veux changer le monde en vrai. T'as plein d'énergie, tu as envie de tout révolutionner. Puis quand tu grandis, tu te confrontes à plein de choses. Ou alors il y a des combats même que tu remets en question parce que tu te dis c'est peut-être un peu plus grand que je ne pensais et que c'est même plus grand que moi. Donc calme-toi tranquille. Donc aujourd'hui, la vraie différence c'est que j'incarne ces combats. J'arrête de dire qu'il faut changer des choses sur le plan de l'identité, sur le plan de la spiritualité. Ouais, tu le mènes à ton échelle. Je le fais, je le mène carrément. Je passe le pas. Et sans être dans la moralisation C'est ça. ou donner des conseils, c'est voilà comment moi j'ai envie d'être quelqu'un fait de tradition et de modernité. Et c'est comme ça que j'aborde la question en 2022. Mais justement, moi, du coup, je me pose la question, c'est que quand tu es arrivé dans le rap, enfin, quand tu as posé ton premier album justement avec Djihad, 11 septembre et Djihad, en appelant ces albums comme ça, est-ce que tu étais conscient de la prise de risque
que tu prenais, justement, d'être enfermé dans cette image J'étais totalement inconscient, jeune. Je pouvais pas avoir de recul. Tu sais, à 21 ans, tu n'as pas de recul sur l'écho qu'aura et la perception que les gens auront de tes propos ou de ta provocation. Bien sûr, j'étais entouré de grands frères qui, eux, me mettaient la puce à l'oreille sur des trucs. J'allais trop loin et on en parlait. Là, ça va un peu trop loin. Bellec, on va avoir des problèmes, tu vois. Donc, je levais le pied, je faisais confiance à mes aînés, aux grands qui étaient là. Mais oui, j'aurais pu même tomber beaucoup plus loin dans la provocation et peut-être me brûler les doigts pour toujours. Mais ça veut dire qu'artistiquement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Donc on ne peut pas utiliser le terme qui aujourd'hui est utilisé de troll, genre de provocation extrême. C'est-à-dire qu'à l'époque, du coup, artistiquement, comment tu mets de la provoque dans ta démarche? Genre, c'est quoi qui te motive à déranger et à bousculer? C'est ta manière de mener l'assaut sur Paname ou c'est autre chose? Moi, déjà, l'art, pour l'art, ça me casse les couilles. Le rap, pour du rap, je suis le meilleur en allitération, en assonance, ça me casse les couilles. Il faut que ça déclenche quelque chose chez moi. Et j'ai la même approche avec les séries, avec les films, avec le monde de l'art en général. Merci. Est-ce que quand tu as commencé l'écriture en soi, est-ce que ça a été par la force des choses, le sujet a tout de suite été par rapport à tes engagements, plutôt que d'aller dans un discours plus la banlieue, non. À mes débuts, j'étais en mode je veux impressionner les gars du quartier, donc j'essaie de rapper et d'avoir les expressions les plus compliquées possibles pour impressionner, parce qu'on était dans un registre de rap où c'était celui qui maîtrise la langue française, qui kick le mieux, etc. et qui n'est pas forcément en mode street crédible. Donc au début, c'était ça. Après, moi, je grandis, je deviens adolescent et il y a tout un tas de sujets d'actualité qui s'imposent à moi, qui me ramènent à mes différentes conditions. Et là, je parle des débats télévisés, des débats de journalistes, des débats de plateau, qui me rappellent que t'es un rebeu, on portera sur toi le regard d'un rebeu. T'es un musulman, on portera sur toi le regard d'un musulman. T'habites dans un quartier, on porte sur toi un jugement de quelqu'un qui est dans une zone qui est souvent connotée à de la violence, du trafic, etc. Donc toutes ces questions-là, comment je réagis par rapport à ça? Est-ce que je surjoue, je bombe et je dis ouais, je suis un mec de Tess et je vais parler que de la Tess. Ouais, je suis un musulman, je vais parler que des trucs de musulmans, etc. Ou alors, est-ce que j'intègre tout ça, je les dégage? C'est possible de les dégager et de dire je parle pas de tout ça, moi ça m'intéresse pas. Sauf que moi je suis un artiste. Et quand tu es un artiste, tu es un peu perméable à tous ces sujets-là et ça nourrit ton travail. Mais j'ai pas fait exprès, je l'ai pas calculé, je l'ai pas programmé. Il y avait plein de sujets qui s'imposaient à moi, ça nourrissait mon travail et au fur et à mesure que j'étais confronté à des prods, à des sujets, bah, ça déclenchait des émotions chez moi et naturellement j'écrivais sur un sujet et me concernant c'était très géopolitique, historique, en lien avec la condition d'un jeune de quartier musulman rebeu en 2004. Mais justement, par rapport à ça, tu avais cette image de rappeur-reporter au début, que tu te donnais aussi. Est-ce que du coup, tu t'es senti impliqué d'une mission par rapport justement à tes convaincus qui étaient à l'époque, même maintenant qu'ils sont encore, tu vois. Mais est-ce que pour toi, quand tu as commencé le rap, tu avais vraiment envie de libérer un message, déjà par la voie de la provoque, certes c'est une chose, mais est-ce que le message que tu as amené, c'était à la fois pour conscientiser les gens, mais également pour voilà, les éduquer sur ta façon de penser aussi? Non, j'avais pas cette prétention-là. J'avais pas la volonté de conscientiser qui que ce soit. Je parlais de ce dont j'avais envie de parler, comme un mec qui parle de rue parce qu'il transpire la rue, parce qu'il kiffe la rue, parce qu'il la sublime et il a envie de la raconter, il a envie de la poétiser. Moi, c'était une vision d'artiste qui parle de sujets un peu complexes en donnant une vision d'artiste. Le but, c'était pas de créer une secte, un parti politique ou quoi que ce soit. Après, je me prenais au sérieux dans l'esthétique. On parle du mouvement des Black Panthers, quand je fais l'album Arabian Panther un peu plus tard. Il y avait une esthétique qui était mise en avant, concrètement dans le fond, et c'est ce que je critique dans mes albums récents. Concrètement, dans le fond, c'était pas mal d'engagements qui étaient approximatifs, en vrai. C'était des engagements d'adolescents en rupture, en mal-être des fois sur des sujets. Et du coup, quand tu deviens adulte et que tu re-questionnes l'adolescent que tu as été,
t'es plus critique, tu vois, sur ce que tu as été. Moi, je suis très critique sur ce que j'ai été, sur la part d'engagement que j'avais par procuration, peut-être, pour appartenir à un groupe. Tiens, c'est bien, tu parles de ça, t'es avec nous. Il y a ce phénomène sociologique quand tu es jeune où tu veux appartenir à un groupe, donc tu vas prendre tous les déguisements, tous les sujets qui concernent ce groupe-là. Aujourd'hui, dans mes albums, je suis ultra critique avec l'adolescent que j'ai pu être. J'ai l'impression que c'est le déroulement logique que plein de gens ont. Oui, mais typiquement, quand tu as sorti en 2008 Don't Panic, la mixtape, c'était aussi dans l'idée de I'm Muslim Don't Panic, c'était aussi, c'est non pas une idée de communautarisme, mais c'était aussi de viser une certaine communauté, tu vois. Et donc, dans cette idée-là, est-ce que c'est pareil, tu as essayé de fédérer une communauté autour de ton rap? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était pas marketing. C'était pas marketing. C'était pas marketing, j'étais vraiment I'm Muslim Don't Panic à ce moment-là. Je fréquentais beaucoup la mosquée. J'avais des discussions en lien avec la présence musulmane en France, ce qu'elle était, ce qu'elle connotait, ce qu'elle devait être, quelle est la place des musulmans en France. J'allais dans des conférences, j'allais dans des séminaires, je me documentais vraiment sur le sujet. C'était quelque chose qui m'intéressait. C'est pas marketing de dire tiens, je vais prendre un créneau, je vais faire de la Zumba. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, c'était pas ça. J'essayais d'être sincère avec moi-même et à ce moment-là, à l'instant T, c'était les questions dans lesquelles j'étais, donc ça se ressentait dans ma musique, dans mes discours, jusque sur mes t-shirts, ça se ressentait partout. Parce que c'est ça qu'il y en a certains qui te reprochent, c'est d'en avoir fait, entre guillemets, un fonds de commerce, tu vois, c'était ça l'idée. J'ai souvent eu la critique, et à juste titre en fait. On pourrait me dire, c'est un fonds de commerce. Tu entretiens ce climat-là sans jamais le questionner, tu fais de la victimisation, tu surfes sur ce sujet-là, tu en fais le commerce. On pourrait me faire la critique aujourd'hui, en 2022, sauf que l'histoire de ma carrière et de mon discours, ce n'est pas du tout celle-ci. Et c'est justement ce que j'ai questionné tout au long de mes albums. Est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer dans une posture? Est-ce que je ne vais pas faire le commerce de cette posture-là? Est-ce que je ne suis pas en train de vous mentir? Peut-être que ça vous réconforte une partie du public. Peut-être que le public est réconforté. Nous, on veut Made in Arabian Panther à vie. Sauf que moi, mon quotidien n'est pas que Arabian Panther. J'ai une part d'engagement, j'ai une part de conscientisation, mais c'est pas uniquement ça en fait. Qu'est-ce que je fais? Je continue de mentir sur une seule de mes facettes pour conserver mon public et vendre mes t-shirts? Ou est-ce que je dis la vérité, j'écarte un petit peu le spectre et je dis mon quotidien n'est pas fait que de ça. Il est aussi léger, il y a de la légèreté, il y a de l'amour, il y a de l'humour dans mon quotidien. Tu vois, tu peux me faire le reproche si aujourd'hui, en 2022, mon nouvel album que je sors s'appelle Arabian Panther 7. Ou alors I'm Muslim Don't Panic 12. Ça, c'est le fanservice que beaucoup de marques font. Tu vois, quand tu vois Rocky qui revient avec Creed, tu tires sur la marque, cousin, tu joues sur le fanservice. Fais-nous des nouveaux films, Stallone. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai jamais été dans cette posture-là. Que moi, le dénominateur commun de tous mes albums et de ma carrière, c'est la sincérité. J'essaie d'être sincère dans ce que je dis, dans ce que je raconte, dans les engagements que j'ai. Si ça heurte, tant mieux. Parce que le but, c'est de bousculer ceux qui observent le rap et qui ont des a priori, mais c'est aussi de bousculer le public du rap qui parfois se conforte dans des postures et des positions. J'aime bien moi ça, cette gymnastique. Medine, pour clôturer cette première partie sur ce début de carrière, on a parlé de provocation, on a parlé, il y a eu le mot troll aussi qui est venu, même si ce n'est pas le cas, hein, c'était pas du troll. Est-ce que aujourd'hui, quand tu prends du recul, tu vois, tu dis moi je suis très critique sur mes premiers projets, etc. Est-ce que c'est une période que tu regrettes? Pas du tout, au contraire. Et les titres d'albums, etc., est-ce que avec du recul tu les regrettes ou bien tu te dis non, ça fait partie de mon histoire? Ni la provocation, ni le fait d'avoir traité des sujets qui étaient beaucoup trop grands pour mes épaules. Je ne le regrette pas, ça fait partie de mon histoire. Ça me permet de même mieux critiquer aujourd'hui et d'être plus crédible, d'avoir vécu des trucs dans l'œil du cyclone et de pouvoir me regarder et de dire mais là, il fallait relativiser. Et si ça peut aider des gens qui sont aujourd'hui dans des questions difficiles à régler pour eux-mêmes en termes d'identité, en termes d'engagement, ben,
mon parcours peut servir. 20 ans dans le rap, 8 albums, voilà les projets avec des discours qui sont parfois concordants, parfois contradictoires. J'ai envie de dire, c'est l'être humain, ça fait pas. un mode d'emploi. Mm. Sans prétention, hein, sans dire regardez mon exemple, nan. Mais non, des auditeurs qui regardent mon taf et qui voient des contradictions ou des concordances, ça peut être un mode d'emploi pour eux. Parfait. On a fini sur ce début de carrière, même si le début de carrière était déjà important, on aurait pu faire tout le repas là-dessus. On va passer au plat maintenant. On va manger notre couscous. Hein. On arrive en 2012. Donc on a fait un petit saut dans le temps, on fait 2004-2005, on arrive en 2012. Il y a un morceau qui est marquant en ce moment, c'est avec Cynic, ça s'appelle 16 vérités. Ouais. Et c'est un morceau où c'est un autoclash, donc chacun fait un couplet et il s'autoclash. Et j'aimerais revenir d'abord sur un premier propos, après je sais que vous avez aussi des questions là-dessus. Ça rejoint ce qu'on se disait juste avant, tu dis tu t'enrichis sur le dos de la religion. En parlant de toi et sûrement de I'm Muslim Don't Panic, est-ce que c'est cette impression que tu as eue à un moment donné de te dire je suis en train de faire de l'argent sur ma propre religion? Non. Okay. Je me mets dans le corps d'un troll à ce moment-là. Okay. Donc de quelqu'un qui fait des critiques bêtes et méchantes comme on en reçoit quotidiennement. Donc je surjoue volontairement en fait ce rôle-là. C'est pas quelque chose que j'ai pensé. Tu sais, moi quand je parle de religion déjà, je parle pas de religion, de foi, il faut faire la prière, il faut faire le ramadan, c'est quoi ta religion? Je questionne pas ça. Moi, je parle du fait religieux, c'est-à-dire de la perception que les gens ont de la place des religieux dans la société et de ce que ça crée en stigmatisation, en clivage. Donc, je fais de la sociologie, en fait. Okay. Je fais pas de la religion. C'est pas un cours de catéchisme, de fiqh, c'est pas un cours de sortez vos cahiers et on va voir qui est le plus religieux. C'est de la sociologie que je fais. Donc j'ai absolument pas l'impression d'avoir fait de l'argent sur ça. Okay. Et je me suis mis dans le rôle d'un troll 100% dans ce titre. Dans le morceau avec Cynic, 16 vérités, là c'est vraiment bête et méchant ce que je dis. C'est toutes les critiques qui me sont faites pour tenter de m'atteindre, de me déstabiliser. C'était le jeu du miroir en fait. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a deux personnages dans le clip où il y a un chauffeur avec un œil un peu écorché et en fait c'est moi-même qui me parle à moi-même mais sous l'œil de la critique acerbe et bête et méchante en fait. Ok. Pour toi, ça n'a pas du tout été une remise en question le fait de te faire attaquer par Nesbill sur ce que tu produisais? Non, mais même à l'époque, je lui ai dit ouais, tu penses que c'est du rap de bibliothèque, c'est peut-être vrai, ça peut-être. Youssoufa, il a pris un peu ton dos sur l'histoire et c'est un peu juste lui qui... pour recontextualiser, pour que les gens comprennent bien l'époque Nesbill, Medine, etc., c'est qu'il avait qualifié ton rap de bibliothèque. De trop scolaire. Voilà, libraire. Mais il avait un peu raison. C'est vrai, j'ai une démarche scolaire de mec thèse, antithèse, synthèse, intro, je vais chercher des... Oui, Donc pour toi, c'était une fausse et critique. après en fait. C'était une fausse critique, tu ne l'as pas réellement pris Ouais, comme et après, une... c'est pour ça qu'Yous il dit, mais en freestyle, quand il faut kicker, c'est pas Medine qui bégaye, hein. Tu vois, donc ça remet l'église au milieu du village, sans mauvais jeu de mots, et c'est pas moi qui a répondu parce que j'avais pas envie de le faire. Ça, t'avais peut-être raison, mais viens, on passe à autre chose, non? Parce que t'admets non-événement. que tu contredises, ouais, il n'y a rien à en tirer, genre... Ouais, en fait, c'est un non-événement pour moi, c'était pas utile à relever, en fait. Ouais. Tu as sorti un morceau qui s'appelle Ali X, en hommage à Kerry James. Et c'est aussi à cette période où tu étais à Skyrock avec Kerry et Youssoufa, et où justement vous avez commencé à parler du projet La Ligue. Et aujourd'hui, chacun de vous a choisi, on va dire, fait son chemin. Mais je voulais savoir, à l'époque, maintenant, on parle beaucoup d'albums en commun, etc. Où est-ce qu'elle en est finalement, cet album? Enfin, où il en est cet album, La Ligue? On avait enregistré des titres à l'été 2017, je crois. On n'a jamais pu finir parce que l'agenda des uns et des autres n'arrivait pas à s'aligner. Et les titres ont fini par être respectivement sur les albums des uns et des autres. Moi, c'était pas la même vie. Kerry a pris le jour où j'ai arrêté le rap. Youss l'a repris et puis moi aussi je l'ai repris. On n'a jamais finalisé le projet. Et aujourd'hui, ça en est à l'étape -10 même. On n'a même pas le projet de réactiver quoi que ce soit. Tout le monde est dans ses couloirs de priorité. Et j'ai entendu Youss il n'y a pas longtemps dire putain, Medine,
la Kerry et Medine, ils reviennent avec des morceaux hard. Et moi, je suis en mode ma piano, je danse en Afrique du Sud. À un moment donné, on ne va jamais arriver à s'aligner parce que même dans la perception des gens, tu vois, là, c'est chelou de faire un album commun à ce moment-là. Donc non, c'est à l'étape -10 pour l'instant. Juste pour revenir sur Kerry James, tu avais un morceau du coup qui s'appelait Ali X, Ouais. qui rend hommage du coup à Kerry James. Ouais. Ali X, du coup de son prénom Alix Mathurin. Pourquoi c'était important pour toi de faire plus qu'une phrase dans un morceau? Tu as fait un morceau entier pour Kerry. Pourquoi c'était important pour toi de le faire? Moi, j'ai jamais été pudique sur mes goûts musicaux, Ok. sur l'impact que le rap a eu sur ma vie, sur l'impact des rappeurs en général. Et j'ai écrit un titre bien avant ça qui s'appelait Lecture aléatoire, où je parlais de différents rappeurs qui m'ont transpercé. Et parmi eux, Kerry, c'est quelqu'un qui m'a transpercé dans ma vie d'homme, en fait, pas que dans ma vie artistique. Ok. C'est quelqu'un que j'écoutais artistiquement, mais il m'a traversé avec une flèche. Du coup, je lui donne un respect éternel sur ça. Et j'avais envie de l'exprimer dans un titre, quoi, de ne pas me cantonner à un couplet dans un ancien morceau qui date de 2006. Je voulais l'exprimer dans un titre et j'ai trouvé en fait les oreilles du public qui étaient satisfaites d'entendre ça, de voir un artiste qui fait un titre sur un autre artiste. Ouais. C'est rare en vrai. Ouais, Sans vouloir le clasher. Surtout qu'à cette période-là, les gens sont plus pudiques sur le truc de Ouais. donner de la force à un artiste et surtout de leur consacrer un morceau en entier. La relation que vous avez tous les trois qui m'a beaucoup fait penser à trois boxeurs qui se challengent tout le temps, qui n'hésitent pas à mettre les gants l'un contre l'autre dans des morceaux où ça se clash. Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ça t'a apporté sur la durée dans ta remise en question, dans tout ce que tu as eu après? À quelle échelle? Je parle des sons qu'ils ont fait ensemble, où ils se clashent les La uns les relation autres, qu'on a, Medine il fait En fait, l'arbitre, etc. plus la relation au global, en fait, la relation artistique que vous avez Ok. eue, comment t'évaluerais ce qu'elle t'a apporté dans la suite de ta carrière, d'avoir des mecs avec qui mettre les gants régulièrement? Bah, déjà, au contact de Kerry et de Youss, on est challengé parce qu'on est dans le même sillon, à peu près dans le même créneau de gars qui essaient de mettre de la qualité dans l'écriture. Donc forcément, moi, à leur contact physique et même artistique, je me challenge moi-même, je me mets une pression en fait. Je suis avec des mecs qui sont installés, établis, qui ont eu leur succès, qui sont reconnus, qui sont classés au rang de légende. Je parle pour Kerry. Et donc forcément, quand tu es à côté de ces gens-là, ça te challenge direct en fait. Tu te dis, mais il ne faut pas que je sois la dernière roue du carrosse, quoi. Donc ça a un impact surtout artistique en fait. Et puis après, humainement, on est plus dans la déconnade en vrai quand on décompresse quoi. Medine, on est toujours en 2015 Ouais. et il y a un morceau que tu sors qui s'appelle Don't Like. Repasse-moi un peu de piment là. En fait, à chaque fois que je parle, il veut manger du piment. Je vais prendre la russe direct à côté de moi. Du coup, tu as une phrase dedans qui fait énormément polémique. Comment est-ce que tu le vis? Avant même de vivre ça, pourquoi est-ce que tu l'écris? Quelles sont tes motivations en ce moment? Et raconte-nous ce qui se passe derrière. Parce que nous, on voit ce qui se passe publiquement, mais je pense qu'aussi il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues et qui ont suivi cette phrase. J'écris ce morceau dans un contexte où tout le monde prétend, et quand je dis tout le monde, je parle de journalistes, d'éditorialistes, d'intellectuels, tout le monde prétend savoir mieux que tout le monde, ou mieux même que la laïcité elle-même, savoir ce qu'est la laïcité. Tout le monde lui fait dire « mais non, la laïcité c'est inclusif, non, la laïcité ça doit exclure ceux qui ne veulent pas se raccorder aux lois de la République, la laïcité c'est ça, c'est ceci ». Mais frère, quand est-ce qu'on revient en fait à l'application stricte de la laïcité, qui est un principe qui tente d'organiser et d'inclure toutes les religions sans en reconnaître une seule? Quand est-ce qu'on revient à ce principe de base qui est noir sur blanc? Et en fait, ce morceau naît dans ce contexte-là, où je surjoue, j'exagère, j'utilise la provocation, je métaphorise, j'hyperbolise plein de postures pour tenter d'exorciser justement et de débusquer, et ce mot est important, de débusquer ceux qui font dire à la laïcité des choses qu'elle n'a jamais dites, uniquement pour exclure une partie de la population, à savoir qui? Les musulmans.
Et donc, quand je fais ce titre-là, je sais que ça va être explosif. Je débusque pas mal de personnes. Je fais une erreur qui m'a valu pas mal de foudre et j'ai reconnu que c'était une erreur. D'habitude, quand j'ai un morceau un peu pimenté, hard, je le désamorce et je démine avec un clip qui raconte une autre histoire ou bien qui relativise et puis qui donne un sous-texte, une autre lecture là, du morceau. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai fait du ton sur ton. Ah bah, tu voulais rien savoir. J'ai provoqué dans le texte, j'ai provoqué dans l'image. Ça m'a explosé à la gueule. Toujours est-il que le débat, en fait, il est plus qu'utile et tu verras que tous ceux qui ont surréagi et qui se sont offusqués, c'est du séparatisme, etc. Ce sont précisément les gens qui manipulent la laïcité pour exclure. Donc en vrai, j'ai envie de te dire, alhamdoulilah frère, en fait le morceau il a visé juste. Il a tapé au bon endroit. En fait, tu trouves que ça a mis en lumière des gens qui justement se... J'ai envoyé, parce qu'en vrai c'est précisément ce que j'ai voulu faire, c'est de faire réagir sur un sujet qui a des grosses longueurs. Ça fait combien de temps qu'on est sur les questions de laïcité ? Ça fait des années qu'on fait dire à la laïcité autre chose que ce qu'elle a voulu dire. Et moi, c'est tout ce que je dis en fait dans le morceau. Je dis précisément qui sont les démons qui font dire à la laïcité ce qu'elle n'a jamais dit. Et venez, on revient à l'application stricte de la laïcité. Et j'ai même envie de dire, en allant beaucoup plus loin, les quartiers, ça fait bien longtemps qu'ils sont laïques. Ça fait bien longtemps qu'on vit Tu en... m'as fait peur. Quand t'as dit j'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai dit Je vois pas, même moi. ils vont être devant chez moi. Moi, je vais me demain retrouver matin. tout seul autour de cette table. On va faire un face caméra. Même le cadre, il va me lâcher. Les quartiers, ça fait longtemps qu'en fait, on respecte ce principe de laïcité. Ou est-ce qu'on vit en fait, on vit en diversité depuis longtemps, dans le respect, dans la fraternisation. Le problème, il vient souvent, et vous le remarquerez, de gens qui ne se mélangent pas, qui sont entre personnes du même milieu social, qui ne fréquentent pas les populations racisées et qui ne font que les juger de loin, et qui sont eux-mêmes plus communautaires que les gens qui prétendent qu'ils font du communautarisme. Alors, je sais d'où vient la signification Grand Paris, mais j'aimerais que tu le rappelles parce que je trouve ça hyper important et les gens ne savent pas forcément d'où vient le nom. Ouais. Le Grand Paris, c'est un espèce de programme politique. Je crois que c'est Sarko qui est à l'origine de ça. Le but, c'est de rendre Paris beaucoup plus accessible à la banlieue, aux villes proches. Donc c'est un truc territorial, de transport, économique. C'est un peu complexe à capter, mais toujours est-il que le Grand Paris, dans leur papier, s'étend jusqu'au Havre. Le port du Havre, c'est le port de la ville de Grand Paris, dans l'idée pour en faire une ville un peu monde, une espèce de grosse métropole. Moi, quand j'entends le mot Grand Paris, déjà, ça m'interpelle. Je kiffe la sonorité du mot. Je dis, tiens, c'est stylé, ça me parle, j'ai envie d'en faire un truc. Je le note sur un tableau, je continue d'avancer et toujours, je reviens à ce truc-là. Un jour, je touche une prod de Proof, incroyable. J'ai envie de faire un post-cut et d'inviter des gens. Tout s'imbrique. Je vois le concept de Grand Paris, je vois la grosse prod. Il y a un casting de rapport avec qui j'ai envie de fitter depuis longtemps. Ça se met en place et en fait, on fait ce morceau avec ce slogan qui est dans le domaine public aujourd'hui. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. C'est un des morceaux dont je suis le plus fier. Il y a encore 2-3 personnes qui me reprochent de ne pas être de Paris et de parler du Grand Paris. Si vous saviez vraiment ce qu'était le Grand Paris sur le papier, ça va jusqu'au Havre en fait. Donc c'est pour ça que je me sens légitime sur le truc. Je fais pas attention à cette critique parce qu'au final, on a des bêtes de morceaux de Peura comme il s'en fait de moins en moins dans le rap aujourd'hui. Il y a du coup, récemment, il y a Grand Paris 2 qui sort. Donc tu fais Grand Paris 2. Est-ce que déjà, avant même de faire le 1, tu étais dans une idée de faire des suites à Grand Paris 1? Pas du tout. Ça vient après l'explosion du numéro 1. J'avais pas l'idée d'en faire une suite. Okay. Comme pour Enfant du Destin, par exemple, pour moi, j'allais en faire qu'un seul, 2 maximum. Et c'est l'engouement des gens, en fait, qui fait que tu as envie de faire une suite et d'exploiter le concept pendant plusieurs albums.
T'as pas peur de la comparaison au moment où tu fais le Grand Si. Paris 2? Je redoute la comparaison, mais tu fais rien si tu compares. Tu vois, si tu compares cette émission à celle d'avant, tu fais rien en fait. Donc à un moment donné, il faut y aller, il faut faire un 2 pour pouvoir faire un 3 sereinement. Ok, donc il y a la prévision de. Bah de faire un forcément, la base. Et pourquoi rester sur un single et pas faire directement un album comme tu avais pu faire un peu dans Table d'écoute où on les retrouverait chacun? Très bonne un idée. moment. Très très bonne idée. Tu veux pas être à la DA? Très très bonne idée. En plus, on a un studio qui s'appelle Grand Paris, au cœur de Paris Il y a tout aujourd'hui. pour. Tout est prêt en fait. Donc s'il y a des gars qui veulent kicker, on va mélanger des rookies, des anciens, des générations. Ouais, ça peut être un bête de truc ça. Surtout que c'est quelque chose que tu apprécies finalement de mélanger les générations. Ouais, Enfin, moi, je c'est kiffe quand même ça. un mec qui a ramené Oxmo et Kobalade dans le même morceau quand même. C'est terminé la fin de match. On a évoqué plusieurs polémiques depuis le début de l'émission. Là, on arrive sur la période 2018, donc on parle du Bataclan, du concert annulé, sous pression. Du thé. Avec plaisir. Donc si on fait un petit rappel des faits, t'annonces une date dans cette salle mythique. Et ça plaît pas à une partie de la population avec laquelle tu as l'habitude de te friter gentiment. Ça plaît pas à l'extrême droite. Voilà, pour les nommer. Et pression populaire, concert annulé. Plus tard, ça en créera un super morceau qu'on évoquera sûrement dans la discussion. Mais toi, Je l'ai écrit avant le morceau, avant tout ça. il était déjà écrit avant la polémique. Et du coup, comment tu J'ai réagis? une maîtrise incroyable. Ouais, faut le noter. Malgré les attaques de part et d'autre, il y a quand J'ai même vu quelqu'un d'aussi à l'aise parler d'extrême droite et servir de thé comme ça. il y en a quand même un peu sur la table pour m'humaniser et me ramener au niveau de la population. Donc du coup, à cette époque-là, comment tu réagis? Comment tu vis le début de l'histoire, quoi? Comment j'ai vu le début de l'histoire? Je vois l'emballement sur Twitter. Je vois que je commence à recevoir des notifs d'insultes, des trucs comme ça. J'y prête pas attention au début. Tu t'y attendais? Ouais, Comment c'était une question. Tu t'y attendais? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Pour moi, je faisais des stories Insta en vacances. Le Made in sulfureux était derrière moi. C'était terminé. J'allais pouvoir faire ce que je voulais à vie. Mais non, non. C'est le moment de payer la facture de la provocation de 11 septembre Et à justement, Djihad. ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur les regrets. Quand je t'ai dit, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ces trucs-là auparavant, ces titres-là qui qui te suivent du coup toute ta vie et qui vont poser problème à un moment donné, tu vois. Donc Et tu là-bas- veux que je regrette là maintenant? Non, je veux pas que tu regrettes, mais en gros, elle avait ce sens-là, la question. Mais je du coup, regrette tu- toujours pas. tu regrettes- Ah, mince. Attends, laisse-moi finir Non, l'histoire. vas-y. Je m'y attendais pas. J'accuse le coup Ok. et je rentre pas dans la bagarre bête et méchante. Je fais un communiqué et puis je dis surtout, je pose une question, je dis est-ce que c'est l'extrême droite qui va faire la programmation des salles de concert en France? Je pose la question, c'est des sujets dans lesquels le rap a déjà été en fait. Hein. Sniper, Ministère amer, La rumeur, c'est des sujets, c'est des polémiques qui ont déjà existé en fait. Et donc moi j'accuse le coup, je fais pas trop de ce gars, j'essaie d'être correct parce que surtout je me dis il y a la mémoire des familles là-dedans. Dans toutes les discussions, il y a l'extrême droite qui veut faire interdire à un rappeur de chanter dans une salle de concert, mais autour de ça, il y a la mémoire des familles qui eux voient leur douleur ravivée à chaque fois qu'on évoque le Bataclan. L'extrême droite, autant dire qu'ils s'en battent les couilles. Ils vont jusqu'à prendre les portraits des victimes et de les diffuser en mode non aux rappeurs islamistes au Bataclan. Donc ils instrumentalisent les victimes. Et c'est exactement moi ce qui me fait réfléchir quelques mois plus tard après la polémique. Je me dis mais ils ont le droit en fait à la paix en fait. Donc moi je fais un pas de côté. Je dis ok, je vois que ça crée de l'incompréhension. Je vais aller chanter dans une autre salle. Au final, je fais un pas de côté, mais qui n'est pas un pas de côté, c'est un bond en avant en fait. Dans le sens où je vais ouvrir une salle qui est 3 fois plus grande et j'ai réussi à mettre 3 Bataclan dans un zénith. J'en sors victorieux sur le plan numérique, mais sur le plan symbolique,
j'ai quand même placé cette anecdote dans mon grenier à somme et c'est pas prêt de Et c'est ça, ça de aura sortir. Ça sera toujours là, quoi. Dans le sens où tu rempliras peut-être jamais le Bataclan. Je ferai la première partie de mon fils. Sur Grand Médine, sur les interviews, tu disais un peu que Bataclan, ça te piquait un peu et que t'aimais pas trop revenir dessus. Et en même temps, dans le dernier album, on voit quand même que tu reviens dessus sur Grenier à Somme, mais que c'est plus autant une blessure que ça l'a été peut-être encore à la sortie du coup de Grand Médine. Ouais, le temps, ça efface les blessures, ça fait des belles croûtes et des cicatrices qui deviennent parfois des grains de beauté, qui deviennent des belles moulures. Il y a plein de gens qui ont des cicatrices, c'est grave stylé, non? Bah moi, c'est une cicatrice stylée que je vais garder. Mais c'est toujours dans mon grenier à somme. Hein. Et puis quand je l'évoque dans le dernier album, c'est en mode garde-moi le Bataclan. Tu sais, c'est un lointain souvenir. C'est pas présent tout le temps devant mon regard et ça ne m'aveugle pas en fait. On est ensuite en 2019. Il y a Booba qui est en prison après la bagarre. Je peux sortir. Non, je déconne. Il y a Booba qui est en prison après la bagarre d'Orly. Et tu mets sur les réseaux sociaux une lettre, du coup faisant référence à la lettre, Ouais. morceau de Lunatic, où tu lui envoies une lettre ou tu lui fais parvenir une lettre, je sais pas, en prison. Pourquoi cette volonté? Bah en mode hip-hop, 18 août 98 dans cette putain de maison d'arrêt. Mais est-ce que c'était juste pour cette ref ou cette lettre contient... Les deux, parce qu'à ce moment-là, en fait, on dialoguait. Ok. Et donc, on poursuivait le dialogue par écrit plutôt que par Insta. Je voulais avoir cette ref et de recevoir un courrier le 18 août 98. Ok. J'ai une enveloppe cachetée 18 août 98 et c'est important. Ok, donc c'était juste un petit clin d'œil, juste pour poursuivre vos discussions que vous aviez déjà auparavant. Ça, et puis comme je t'ai dit, c'est hip-hop en vrai. En tant que fan de Lunatic, t'aimerais pas avoir un courrier de Si, cachetonné 18 août 98 si, bien sûr. Mais donc du coup, après est né le morceau Kill, Ouais. quelques temps après. Aujourd'hui, est-ce que... Bon, on sait que vous êtes bizarre... Enfin, voilà, vous êtes en froid. C'est récent. C'est récent. On a vu que par story interposée, sur des idées politiques, etc., vous êtes un peu opposés. C'est les sujets de la politique, c'est clivant. Ça sépare, on en parlait tout à l'heure, ça sépare des gens, ça sépare des amitiés, la politique, la religion. Donc c'est normal que ça soit clivant pour tout le monde. Et pourquoi j'échapperais en fait à cette règle du clivage? Je pense que j'ai exprimé pour qui j'allais voter parce que c'était ma façon d'être sincère et de pas fuir la question, tu vois, de pas regarder ailleurs. Ça crée du clivage, ça n'a pas créé que celui-là, bah tant pis en fait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu regrettes non pas d'avoir exprimé tes raisons politiques, mais d'avoir justement créé ce morceau avec Booba. Non. Non. Non, moi c'est un des morceaux dont je suis le plus fier, moi. C'est un bête de morceau quand même, ouais. Ouais, c'est un des morceaux dont je suis le plus fier. C'est un bête de morceau, c'est l'image qui a été véhiculée derrière ça, c'était positif. Ouais, Non, j'allais je mentionner le clip. Le clip, c'était... Je reste satisfait de ce morceau-là. Je le regrette pas comme Colombien depuis tout à l'heure. Il veut que je regrette un truc. Non, même ça, je le regrette pas, frère. Ok. Pour Barbe à Papa, tu fais rentrer Massoud pour la première fois vraiment où il participe. Est-ce qu'il a participé aussi à l'écriture du morceau ou tu l'as ramené après avoir fait l'écriture? Non, il a participé à l'écriture. On a travaillé dans le studio ensemble et il y avait des mots qui sonnaient mieux dans sa bouche. Il y a lui qui rapportait un peu de... Ça a été une volonté de ta part de le ramener dans la musique ou il y est venu par lui-même? Nous, là, c'est récréatif ce qu'on fait. Hein. On n'a pas de plan de carrière pour Massoud. Je ne sais pas en train de faire du teasing pour un mec de mon quartier. Et non, c'est récréatif. On est là, on kiffe un délire, on le fait. Et puis, d'ailleurs, il n'est pas présent sur le dernier album. Tu vois, c'est pas un truc qu'on essaie d'installer. On le fait pour s'amuser, pour pouvoir avoir des raisons d'aller en concert ensemble. Et lui, derrière, il a la volonté de faire de la musique ou pas du tout? Faudra lui Ou poser de la suivre question, ton chemin en tout cas, ou de prendre la relève On derrière? n'en parle pas, on parle T'en pas de parles pas ça. du tout? Non. On se projette pas très loin, nous. Hein. Nous, on est à une semaine maximum. Hein. C'est qu'est-ce qu'on va manger vendredi maximum. C'est une période, comme elle le disait, où du coup il y a Massoud qui apparaît sur un de tes morceaux.
ta famille commence à être beaucoup plus présente aussi publiquement, du coup sur les réseaux sociaux. Tu fais le choix d'exposer ta famille, vos bons délires, tout ce qui s'y passe, on le voit. Pourquoi ce choix? C'est pas un choix, c'est un accident, encore une fois. Ok. On est en train de s'ennuyer à Auchan Montivilliers, chez nous, on est en train de faire des courses. Et puis on s'ennuie, donc on se dit, vas-y, on va trouver un truc à faire, on va rigoler. On sort le téléphone, on filme une scène de vie qui part en Pascal le grand frère. Je poste ça, et puis il y a un running gag qui s'installe comme ça, quotidiennement. Des fois, quand on n'a pas envie de le faire, on le fait pas pendant une semaine. Quand on a envie de le faire, on le fait 30 fois par jour, parce qu'on kiffe le délire de montrer 2-3 scènes de vie. Ça fait sourire les gens, c'est positif, ça véhicule du positif. Je vois pas pourquoi j'arrêterais et je me sens pas obligé de le faire non plus. Par rapport aux critiques que tu reçois, tu te remets pas en question en disant en fait peut-être que c'est pas forcément la bonne idée d'exposer par exemple les enfants, sachant que tu es souvent repris par rapport à l'éducation, ils aiment bien te donner un petit peu des conseils de temps en temps. Ouais, mais ça ne m'atteint pas vraiment. J'ai l'impression que quoi que tu fasses, si j'étais un père un peu autoritaire et que je préservais mes enfants, je serais critiqué aussi. Et les enfants, ils sont conscients de la critique? Pas vraiment, tu sais, chez nous, on est en mode Roberto Benigni, la vie est belle. Hein. Encore une fois, on se préserve des attaques et tout, tout commentaire et tout critique. S'il y a un peu d'esprit et que c'est gaulerie dedans, bah, on peut même se moquer de nous-mêmes. Hein. On a ce recul, on a cette attitude-là parce que on se préserve en fait. Le but, c'est vraiment de se préserver des réseaux en rentrant full dans le monde des réseaux en fait. T'as conscience que ça a été un bien quand même dans la reconstruction de ton image post-remise en question qu'on évoquait un peu plus tôt, mais t'arrives avec une image beaucoup plus positive, un discours beaucoup plus positif, t'es tout de suite plus mainstream, plus facile à défendre auprès de ceux qui te connaissent pas ou qui ont des réticences devant toi. Là, ils ont voulu m'interdire de jouer à Verviers en Belgique. J'ai vu une campagne de soutien. Et parmi les arguments dans la campagne de soutien, c'est « Mais allez voir ses stories Instagram, vous dites n'importe quoi !» Tu sais, c'est un espèce d'argument incontestable pour prouver que je suis pas un islamiste. Tu vois. T'es devenu un artiste familial sans avoir à tordre ta musique pour convertir à des... Parce qu'aujourd'hui, il y a ma mère qui s'éclate sur tes stories, tu vois, qui rigole sur ça, des tantes, des trucs comme ça, genre, sans avoir eu à toucher à ta musique. Et c'est peut-être un... C'est positif. Ouais, bah ouais, c'est incroyable. Sur la conception du dernier album, là justement, sur le temps du coup que tu y dégages, au fait que tu es tout le temps avec ta famille, du coup nous on se pose vraiment la question, tu vois, de se dire mais en fait, pas quand est-ce que tu travailles, mais quand est-ce que du coup tu as le temps d'écrire ces morceaux, de trouver ces mélos, de tout ça, tu vois. Mais je trouve que je suis grave lent dans le taf. Ok. Parce que je passe énormément de temps avec ma famille à faire n'importe quoi. Mais je devrais être beaucoup plus rapide. Un album tous les 1 an et demi, c'est long aujourd'hui en 2022, j'ai l'impression. Est-ce que justement, ce que tu véhicules avec ta famille ne te permet pas de rester présent sur le devant de la scène, même si tu sors pas de musique? Ouais, ça me permet d'occuper un peu l'espace médiatique, je suis toujours là. Il y a des stories qui fonctionnent grave, qui sont grave suivies, d'autres qui sont grave critiquées. Et ça crée quand même du trafic. Ça me permet, moi, de faire des morceaux comme Perle d'Insta, parce qu'ils sont grave critiqués. Du coup, je réutilise la force négative en un truc beaucoup plus artistique et positif, tu vois. Donc oui, j'occupe l'espace, on va dire, mais c'est pas une stratégie marketing. Le but, c'est pas de dire « je fais des stories en attendant de sortir un album ». Et est-ce que tu n'as pas peur, justement, de devenir, au final, avec le temps, plus le mec avec sa famille sur Instagram et qu'on en oublie le rappeur? Ou que même peut-être des gens vont te connaître uniquement par le biais d'Instagram et qui vont pas forcément savoir. C'est déjà le cas. Hein. Ok. Et ça c'est un truc que toi tu vis bien, qui te dérange pas forcément, ou à l'inverse Je le vis très bien, ça me dérange pas. T'en as qui sont pas touchés par ma musique mais qui sont là pour les contenus story et vice versa. Il y en a qui détestent les contenus story et qui sont là que pour ma musique. Okay. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un public central qui consomment les deux en fait, qui sont friands de story et ceux-là ils sont de plus en plus grands. Ceux qui veulent
pas se mélanger, je les comprends. Ceux qui veulent mélanger, tant mieux pour nous tous. Mais je fais pas de dogme à tout prix, de dire bon là j'ai fait trop de stories, il faut que je refasse un album de rap hard. Non, je suis pas dans cette schizophrénie-là. Ok. J'assume qui je suis, ce que je véhicule dans les contenus de story et ce que je véhicule dans mon Peura. Ok. Dernière petite question sur ta famille. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions qui du coup ne sont pas du tout rap, mais qui concernent toi et ta famille pour un concept, un programme quelconque Ouais, on a déjà eu des propositions et on en a accepté une Ok. qui verra le jour, je pense pas cette année. Hein. On travaille, c'est de l'écriture. Ok. Toujours dans mon domaine en fait. Ok. Je reste dans mon domaine. Pour l'instant, c'est de l'écriture. On va finaliser ce repas et cette discussion avec un dernier point, donc c'est 2022. Made in France qui, au moment où on se parle, est sorti aujourd'hui. Yes. Donc là, au moment où la vidéo sortira, ça fera déjà quelques jours. Est-ce que vous l'avez écouté Quels sont vos retours? Et si vous avez des questions sur ce projet, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, notamment sur le fait que j'avais lu que tu t'étais vachement entouré de nouvelles personnes. C'est très bien que tu es en indépendant depuis le début, que tu as une équipe solide depuis le début, et que c'était Proof qui faisait tes instrus depuis le départ. Est-ce que là, le fait d'avoir eu des nouveaux beatmakers, des nouveaux cadreurs, des nouveaux clippers, c'était quelque chose pour toi qui était essentiel pour réussir à rester, on va dire, à la page? Ouais, totalement. Mon processus de travail, il a vraiment changé par rapport à celui avec lequel j'ai commencé. Et c'est nécessaire pour moi que le process change absolument. Parce que j'ai des vieux réflexes et tu sais, on aime bien le confort. J'aime bien me contenter des prods que j'aime bien recevoir. Ça déclenche une émotion chez moi. J'écris le couplet dans les mêmes placements. Je pourrais faire ça à vie, mais ça c'est la mort de l'artiste, je pense. C'est la flemmardise. Et le but, c'est de se mélanger avec des nouvelles personnes qui te font prendre des risques, qui te sortent de ta zone de confort pour exister. Est-ce que c'est une mise à jour radicale ou est-ce que c'est un plus que tu mets dans ta palette et on verra des collaborations entre tes nouveaux producteurs, tes anciens, des croisées de style un peu? C'était radical à l'époque des mineurs, en 2015. Ok. Et ça l'est moins aujourd'hui, où c'est plus l'intégration de nouvelles personnes avec des nouvelles sonorités. Mais à l'époque de des mineurs, c'était... par exemple, tu vois, quand les top lines... pardon. Quand les top lines sont arrivés dans le rap, moi, ça m'a déstabilisé, en fait. Je ne concevais pas que quelqu'un puisse me montrer certains placements, certaines mélodies. S'il y a bien un truc aussi que j'ai du mal, par exemple, à lâcher, c'est l'écriture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font appel à des ghostwriters et qui lâchent certains textes, etc. Moi, ça, j'y arrive pas. Tu le fais pour les gens? Ce que j'ai fait pour les gens. Non, je le fais même pas pour des gens. Ça a dû passer par des suggestions dans des discussions, mais pas... Ouais, mais je le fais pas. J'écris pas des textes intégrales pour des gens. Ça m'arrive même pas encore, ça. C'était quoi ton mood pour cet album-là, pour la conception de cet album-là? Parce que à la première écoute, on a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions dans les titres de cet album, plus que sur les autres albums. Ouais, donc c'est plus, je pense, c'est un mood d'introspection, de se regarder soi-même, de questionner son environnement, de questionner qui j'étais quand j'étais enfant, de me questionner adolescent, de me questionner dans le futur. C'est un mood introspectif. C'est du vraiment coup, l'album rétrospectif sur ta carrière, on sent. Ouais, il est assez critique cet album en fait, et c'est pour ça que ça le rend un peu bresson en fait. Quand tu as un regard sur toi-même honnête, tu ne peux être que radical et de sortir de toutes les postures que tu as pu avoir. Parfait. Bah, écoute, Medine, cette discussion touche à sa fin. On a essayé de balayer des points importants de ta carrière, même si forcément il en en a manque. oublié. Ouais, il en manque parce que c'est une énorme carrière. On a dit, elle a commencé en T'as 2004. sauté l'album Arabian Panther, mon frère. Je dis Là, il rien. voulait en parler. T'es chaud patate. C'est une dinguerie quand même. On est désolé. Voilà, 2004-2022, Made in France est disponible. La famille se passe à table est terminée. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir Merci joué pour le le jeu. repas, hein, c'était quelque chose. Hein. Un grand merci au restaurant Vive la Tunisie. Tunisian Cantine, qui nous a accueillis aujourd'hui, qui nous a bien servi, on a bien mangé, c'était carré. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Passe à table. Made in France.